Lorsque les armées allemandes envahissent la Belgique en 1914, leur infanterie emploie des fusils Mauser et leur artillerie légère des canons Krump. Malheureusement, en phase 2, les Belges font de même. Depuis la guerre des 1870, la réputation des armureries allemandes est en effet excellente. Quand les Belges choisissent de remplacer leurs fusils de leurs fantassins à la fin du XIXe siècle et le canon standard de leur artillerie au début du XXe, ils font donc appel au savoir-faire d'outre-Rhin. Même si les armes en question sont produites à Liège, l'armée belge s'équipe ainsi de fusils Mauser, modèle 1889, recalibrés en 7,65 mm, et des canons Krump, recalibrés en 75 mm. Lorsque la firme Krump fête le centenaire de la naissance d'Alfred Krump, elle prend dès lors bien soin d'envoyer au roi Albert un volume luxueux d'armes. L'envoi est daté du 3 août 1912, et 2 ans plus tard, à un jour près, c'est un ultimatum qu'Albert recevra d'Allemagne, et qui déclarera ainsi la Grande Guerre 14-18. Le terme poilu est devenu un incontournable de la Grande Guerre. Il y a quelques années, les rares anciens combattants encore vivants étaient qualifiés de derniers poilus, et nombreux sont les livres sur les conflits qui l'utilisent dans leurs titres. Le mot est pourtant plus problématique qu'il n'y paraît. A fortiori, si on prétend l'utiliser dans un contexte belge, contrairement à une croyance largement répandue, le mot poilu n'a aucun rapport avec la difficulté de se raser dans les tranchées, et l'apparence prétendument hirsute des soldats. Aucune armée n'aime les laisser aller dans la tenue, et les masques à gaz ne s'accommodent pas de barbes négligées. Les combattants de la Première Guerre mondiale ne sont donc pas mal rasés qu'exceptionnellement, lors des affrontements qui empêchent longtemps toute relève des hommes, ce qui est rare dans le cas belge, sauf lors de la bataille de l'Isère ou de l'offensive finale. Le mot est en réalité bien plus ancien qu'en 1914, puisqu'il est déjà utilisé en France à l'époque napoléonienne. Tout d'abord, il y a le franc belge, naturellement, frappé et mis en circulation par la Banque nationale de Belgique, la seule institution habilitée jusque-là à gérer la politique monétaire. Ensuite, le Deutschmark est mis en circulation intérieure par l'occupation allemande dès octobre 1914. À ces deux devises officielles s'ajoutent d'une part les billets en francs belges, imprimés temporairement par la Société Générale de Belgique à partir de 1915. Et d'autre part, les monnaies de nécessité, produites par plusieurs centaines de communes, de sociétés de bienfaisance et entreprises pour pallier l'instabilité monétaire qui régnait durant le conflit. Chaque localité ou chaque association avait sa propre devise, souvent des billets, parfois des pièces métalliques qui n'étaient valables que sur le territoire de la commune ou dans des centres d'aide alimentaire. N'émettre aucune devise aurait pu, certes, nuire gravement à l'occupant allemand, mais la mise en circulation de ces différentes monnaies était malgré toutes les difficultés absolument nécessaire pour éviter une ruine totale de toute la Belgique. Si la Belgique a vu sa neutralité violée avec perte et fracas par les troupes allemandes, il n'en fut rien de son voisin les Pays-Bas, resté neutre durant tout le conflit. Or, quand on regarde la carte, il apparaît rapidement à l'œil que la frontière séparant la Belgique des Pays-Bas peut devenir un enjeu crucial. Tant commercial que militaire et politique, comment l'occupant fait-il faire en sorte que son dispositif ne soit pas affaibli par une sorte de passoire, une issue par laquelle les Belges, entre autres, pourraient fuir la zone occupée et rejoindre l'Angleterre, ou le gouvernement belge en exil au Havre, par exemple. Comment éviter cette hémorragie? La construction de ce que certains appelleront le rideau de fer fut la réponse des Allemands. Si l'actuel roi des Belges possède ses ailes de pilote depuis les années 80, ce n'est pas du tout un hasard. La relation particulière entre la monarchie belge et l'aviation débute lors de la Grande Guerre avec l'intérêt d'Albert Ier pour tout ce qui touche l'arme aérienne. À une époque où l'aviation est encore balbutiante, le roi non seulement n'hésite pas à prendre l'air,
mais survole même à plusieurs reprises le front. Escorté bien sûr par plusieurs chasseurs belges, au-delà de l'intérêt de telles performances du point de vue de la propagande, ces initiatives constituent une réelle prise de risque et une preuve de la passion du souverain pour la conquête de l'air. L'armistice ne met pas fin au vol d'Albert Ier, qui fait sensation en se rendant, par exemple en avion, aux négociations du traité de Versailles ou en Allemagne occupée, où il rend ainsi visite à ses propres troupes belges. Dans le courant du XIXe siècle, une révolution culturelle secoue le monde occidental. La généralisation de l'heure qui bouleverse le rapport au temps, les horloges et montres qui se répandent, tout comme les horaires, rendus nécessaires par l'invention du chemin de fer. L'éclairage au gaz, puis à l'électricité, rend les hommes de plus en plus indépendants, et de plus en plus dépendants d'engins d'horlogerie pour leur permettre de se repérer dans le temps. C'est dans ce contexte qu'on crée l'heure légale, ou heure nationale. À la suite de l'Angleterre qui adopte en 1880 l'heure de référence GMT, Greenwich Mean Time, les autres pays harmonisent également le temps sur leur territoire. Dans ce contexte nationaliste de l'époque, cela ne va pas sans difficulté. La France a par exemple bien du mal à adopter l'heure GMT. Considérée comme anglaise, la Belgique, elle, l'adopte sans trop de difficultés dès 1892. Quand la guerre éclate, les Allemands imposent alors leur heure à tous les territoires occupés, à l'est et à l'ouest de l'Europe. Cette heure allemande. Instaurée de force a bien sûr une utilité pratique, notamment pour permettre à l'occupant d'organiser plus facilement le transport de ses troupes à travers l'Europe. Mais comme le montre la carte postale allemande, l'importance symbolique de la mesure est au moins aussi considérable en maîtrisant le temps. C'est aussi le territoire, les quotidiens des populations et ces populations elles-mêmes que les autorités allemandes prétendent contrôler. Celles-ci instaurent également pour la première fois dans le système de l'heure d'été, en 1916, dans le contexte d'une guerre totale, où les ressources sont précieuses, il s'agit alors d'économiser l'énergie. Pour les Belges occupés, résister à l'heure de l'ennemi en conservant précieusement leurs montres et horloges réglées à l'heure belge est un axe de résistance. Les autorités allemandes le savent bien, puisqu'elles condamneront pour cela de nombreux Belges jusqu'à la fin du conflit. À l'armistice, une des premières mesures prises, un peu partout par les autorités communales, est de remettre les pendules à l'heure, la bonne, celle de la victoire.